travaux. Si vous voulez bien vous installer. Donc, bienvenue aux personnes nouvellement qui nous ont rejoints cet après-midi pour continuer donc la restitution des travaux de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement des CAUE Île-de-France et de la DRAC Île-de-France. Merci aux personnes qui étaient là ce matin d'être encore avec nous. Donc, je vous présente le programme de l'après-midi, 2 tables rondes. Une première table ronde que je vais animer, magnifier l'ordinaire des postures singulières pour faire école. Donc on va vous présenter des processus de réhabilitation astucieux où l'architecte utilise les contraintes au service du projet. Et puis après une courte pause, donc une table ronde, une deuxième table ronde sur le sujet des petites copropriétés, grandes oubliées. Enfin, c'est une interrogation qu'on se posera sur cette table ronde où il sera question de modèle économique, d'acteurs associés, rôle et implication des copropriétaires. Et puis en ouverture, Emmanuel Mourier, architecte, enseignant à l'ENSA Paris-La Villette, qui était là avec nous ce matin, viendra clore en fait la journée et faire cette ouverture sur la place évidemment de la réhabilitation dans l'enseignement, dans les écoles d'architecture. Donc sur cette première table ronde, magnifier l'ordinaire, des postures singulières pour faire école, avec un si joli titre. J'invite donc Xavier Brunkel, architecte associé, Brunkel et André, architecte d'agence, et Nadine Lebeau, architecte associée de Graal Architecture, à me rejoindre. J'excuse la RIVP, pas du tout les photos. Alors, tiens, voilà, qui ne pourra pas, RIVP, maître d'ouvrage qui ne pourra pas être avec nous cet après-midi. Alors, ces 2 petites slides qui correspondent en fait à des slides précédentes de nos précédents séminaires, de nos précédents bilans, slide qu'on avait fait l'année dernière qui dressait un petit peu un tableau déjà de familles, de projets de réhabilitation qu'on avait analysé avec déjà des postures de projets, des réponses d'architectes où l'on était soit dans un renouvellement de l'image d'origine, dans le respect d'une composition initiale du dessin de façade, ou encore une toute autre posture, une préservation, une restitution à l'identique. Et puis une autre slide aussi issue donc de ce bilan de l'année dernière, où on s'interrogeait sur est-ce que la réhabilitation doit-elle se voir ou non, où là aussi on était dans différentes interventions, on avait classé un petit peu notre corpus de projets analysés, où on avait finalement des projets entre préservation, modification et nouvelle écriture, nouveaux modes d'intervention. On avait soit un changement en façade total de matérialité ou un travail sur le complexe, on va dire, de la fenêtre, une réhabilitation, un travail par élément sur le travail des menuiseries et des occultations, ou alors une intervention plus radicale qui convoquait et qui transformait le volume d'origine. Alors aujourd'hui, les 2 projets qui vont nous être présentés, une ossature de façade rideau de bureau années 80 mutée en loggia habité à Viroflay. On est dans les Yvelines, soit 32 logements sociaux en cours de conception pour Versailles Habitat. Donc c'est Xavier Brunkel, architecte, qui va nous en parler sous peu. Donc ça fait partie de la restitution de nos travaux 2023, voilà, avec une fiche qui va bientôt sortir en cours d'élaboration. Et puis le sujet avec Nadine Lebeau, Graal Architecture, le diagnostic qu'on a intitulé, voilà, personnifié, le diagnostic architectural et thermique comme garant d'une valorisation d'un immeuble des 30 Glorieuses à Paris 13e, donc pour le compte de la RIVP, donc une réhabilitation thermique plan climat, donc de 49 logements sociaux. Donc 2 exemples de réhabilitation portés par des bailleurs, mais reproductibles en copropriété privée ou pas.
c'est un sujet. Dans la méthode, on le verra, on pourra en reparler. En tous les cas, du bâti qu'on pourrait juger ordinaire, dans un contexte patrimonial influent, porteur d'ambition, de qualité, d'expertise. Ça aussi, on pourra en parler ensemble. En tous les cas, deux situations de valorisation. Pour l'un, pour Viroflay, un changement d'usage de bureau en logement. Donc là, on est sur un site vacant, libéré. Et pour l'autre, une réhabilitation thermique en site occupé. Dans le cas du changement d'usage de bureau en logement, juste, je suis brève, mais pour rappel, plus de 17 000 transformations ont été livrées entre 2013 et 2021 en Île-de-France, de ces transformations de bureaux en logement, avec un triple impératif, reconvertir bien sûr des bureaux de plus en plus délaissés, avec que l'on connaît des sorts de télétravail, et puis bien sûr dans l'objectif de lutter contre la vacance. L'impératif d'accroître l'offre de logement, bien sûr, dans cette période de crise que nous vivons. On a l'impression que ce n'est plus une crise, tellement le temps est long sur ce sujet d'offre de logement. Et puis, l'impératif de s'inscrire dans des objectifs ZAN et s'inscrire également dans le futur schéma directeur régional, le SDRIF-E, et dans une rareté, évidemment, notamment en petite couronne, d'un foncier en secteur dense. Et puis le sujet de la réhabilitation thermique en site occupé, hein, avec le sujet évidemment de la rénovation des passoires dites thermiques, un enjeu majeur inscrit dans la loi climat et résilience, un véritable défi pour les bailleurs. Pour rappel, 1,8 million de logements sociaux classés G, F et E doivent être rénovés d'ici 2034 sous peine d'interdiction de location, ce qui interroge évidemment sur les conditions de mise en œuvre de cette réglementation. Alors cette slide, Nadine et Xavier, vous la voyez peut-être pas, mais cette slide, elle est aussi importante pour nous. Une architecture ordinaire, pour le cas de l'opération qui pourrait être jugée ordinaire à Paris 13e comme à Viroflay, mais non moins remarquable. Deux architectures issues de dispositifs industrialisés de la croissance. C'est un vrai sujet sur lequel on aimerait revenir avec vous. Le sujet de ces matériaux, l'émalite, produit verrier de l'époque de Saint-Gobain, ou encore la pâte de verre type chromépal, ou encore d'autres céramiques structurées qu'on voit en nombre encore dans ces bâtiments issus des Trente Glorieuses. Vous voyez la petite vignette, donc les produits de la croissance. Donc c'est l'affiche d'un site qu'on vous invite évidemment à consulter, un site très intéressant, les matériaux de la croissance. J'ai pris une phrase issue de ce site qui pour moi est assez symptomatique, et puis je pense qu'on va beaucoup en parler sur cette table ronde. Et je cite: l'histoire des composants nous replonge dans un quotidien qui n'avait initialement rien de banal. Cette nouvelle inclinaison pour des environnements oubliés nous rappelle la nécessité de reconsidérer ces traces, parfois anecdotiques, pour les intégrer dans le grand corpus de l'histoire de l'architecture contemporaine. Et je crois qu'on va parler aussi beaucoup de ça sur cette table ronde. Moi, je compléterais cette phrase en disant que finalement, pour intégrer ces matériaux issus donc de cette croissance, les intégrer dans le récit de la réhabilitation, pour nous, en tout cas CAUE, dans la lecture, dans nos analyses, c'est un enjeu. En tout cas, il nous semble que c'est une très belle ambition. Ces travaux que l'on retrouve aussi sur ce site nous rappellent l'importance du travail des chercheurs dans les laboratoires sur ces sujets, et puis replacent un petit peu l'idée de la transversalité des disciplines qui viendraient nourrir le projet et le projet des architectes et des ingénieurs. Donc je fais signe au passage à Catherine Blin, qui est peut-être dans les locaux, puisqu'elle est, elle est architecte et docteur en aménagement de l'urbanisme, et elle enseigne ici à l'ENSA Paris-Belleville, et à Éric Monin, architecte, docteur en sciences aussi pour l'ingénieur, qui construisent voilà, ce site et qui l'alimentent. Voilà, c'est une mine, on vous invite vraiment à aller voir, et je pense qu'il en est largement question. Cette petite voilà, synthèse, vous l'avez vu ce matin, je la repasse. Notre frise,
Donc notre frise issue de l'analyse, donc qui concerne le projet de Xavier Brunkel, eh bien cette frise, je vais être brève, mais évidemment, elle énonce des thématiques sous-jacentes à ce sujet, à ce projet, à ses intentions. Elle énonce des enjeux qui émergent, qui seront sans doute débattus, la question du réemploi, la question des arbitrages. Je crois qu'on en a beaucoup parlé ce matin aussi avec Alexandre Éléphant. Quels arbitrages sur le sujet de la conservation de la façade ou non, même partielle, le sujet de la granulométrie, ou comment voilà, l'impact, en tout cas, du plan du logement, de l'usage du logement, vient interférer avec des choix, dans des choix thermiques et constructifs. Voilà, et puis évidemment, la notion de temps dans l'analyse du projet, puisque là, encore une fois, on analyse des projets avant leur livraison. Et on va voir que ces périodes d'analyse et ces temps de projet sont parfois des temps cruciaux et dans la décision. Xavier, je crois que c'est à toi. Une vingtaine de minutes, mais ça nous laisse le temps voilà, de bien comprendre le projet. Voilà, là, ça doit fonctionner. Merci. Bonjour. Oui, alors je suis ravi d'être là parce que cette question de cette échelle de projet, elle nous intéresse à l'agence parce qu'elle est dans notre quotidien. On ne travaille pas sur des gros sujets, on est plutôt sur des sujets qui sont cette échelle un peu domestique, comme ça. Et quand Versailles Habitat a lancé cette consultation l'année dernière, ou il y a un peu plus que ça, on s'est dit que ça rentrait dans l'histoire de l'agence. Il fallait que ce projet rentre dans l'histoire de l'agence. En fait, à l'agence, on travaille surtout sur du patrimoine un peu plus ancien actuellement. On a travaillé sur des bâtiments du 19e, des Faubouriens, des Haussmanniens, etc. On est très parisien, mais pas que. Mais il y a quand même cette histoire-là. Parfois, on a l'occasion de partir un peu voir ce qui se passe en dehors de Paris sur des histoires d'autres matérialités, d'autres types de construction. Mais voilà. Et on avait il y a fort longtemps travaillé sur un bâtiment qui était le laboratoire Roche sur l'île de la Jatte, qui était un bâtiment assez emblématique des années 60, construit par des architectes allemands. Et on avait découvert à ce moment-là ce type de construction du bureau. On ne connaissait pas. La rigueur du béton, le mur rideau, et puis il y avait quelques plaques d'émalite à l'époque qui se cassaient la figure. Nous, on faisait plutôt des projets intérieurs. On avait fait de l'auditorium, on avait fait des interventions comme ça partielles. C'était il y a très longtemps. Et des plaques d'émalite se fendaient, explosaient régulièrement liées à un défaut de fabrication. Et donc, le projet était des laboratoires Roche était de remplacer tous les éléments verriers de la façade. Et le fait, à l'époque, on faisait déjà des projets de réhabilitation sur la Goutte d'Or où on savait très bien le coût de tout. Et on trouvait ça aberrant que c'était une vingtaine d'années que tout d'un coup, parce qu'il y a quelques défauts, tout soit mis à bas, alors qu'il y avait effectivement une dépense sanctuaire. Ça aurait été très intéressant financièrement pour l'agence de participer à cette histoire. Mais en fait, on a commencé à regarder ça de plus près et puis on s'est aperçu que les défauts étaient ponctuels. On a proposé une protection de tous les accès au bâtiment par des grands auvents qui étaient suspendus, qui étaient très beaux, très simples. Et il n'y a plus une seule plaque d'émalite qui sont tombées suite à cette intervention. Puis après ça, le bâtiment a été réhabilité une quinzaine d'années après, mais ça nous avait un peu cultivé sur cette question du mur rideau. Et puis là, quand la consultation arrive, on approche ce bâtiment qui est vraiment ce qu'on appelle un bâtiment banal, entre guillemets, ça n'existe pas, mais dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'il est intitulé. C'est un bâtiment mur rideau, c'est une grille simple. C'est pas non plus un bâtiment. Voilà, il est très très simple dans sa conception, dans sa construction. C'est un bâtiment qui fait 18 mètres d'épaisseur, presque 30 mètres de large. Il y a déjà une partie de ce bâtiment qui a été réhabilitée à gauche avec un jeu de trumeaux et une façade entièrement déposée, recomposée, etc. Et nous, on s'est dit que on n'avait pas envie d'aborder le projet comme ça. On avait envie d'aller chercher ses qualités et donc de faire le diagnostic de manière très précise en amont, d'aller chercher pourquoi il était là, comment il était là et qu'est-ce qui faisait que cette façade tenait et comment elle a été construite. Et donc, on s'est dit que ce qui allait être intéressant, ça allait être justement de jouer le jeu du réemploi, de la réhabilitation, d'affiner notre diagnostic pour essayer de trouver une solution à ce projet de métamorphose. Et en fait, on s'est aperçu que la grille était hyper bien dimensionnée, que les panoramas de lumière qu'offraient ces grandes fenêtres étaient remarquables, et que pour faire le logement, c'était tout à fait d'à propos. Après, il y avait... Pardon.
Voilà le bâtiment. Donc, on a un bâtiment construit en ossature béton. Au milieu, on a un noyau avec circulation verticale. On a la zone bleue qui est construite avec des planchers en ourdi simple. Donc là, on va dire une zone tendre dans le bâtiment sur l'épaisseur. Et le reste, ce sont des prédales. Donc on s'est emparé de ça. Et puis du sujet de la façade, on le voit sur cette image-là, on a effectivement un panoramique sur un paysage qui est tout à fait intéressant. Et on avait vraiment envie de faire logement avec ça. On a toujours été contraints par des trumeaux et des fenêtres verticales sur quasiment tous les projets parisiens. Et pour une fois qu'on avait une horizontalité, ça, une continuité qu'on pouvait intégrer à du logement, on s'est dit il ne faut pas qu'on le perde. Ça. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette histoire-là. L'idée du réemploi, là, ça nous permettait également de faire des logements avec des typologies et des aspects un peu différents de par la conservation de ce dispositif-là. Donc on avait une bande vitrée, on a en bas une émalite en allège, on a une isolation qui est escalée, on a des surchauffes, on a tout ce qui ne va pas, mais on a quand même quelque chose qui est là. Et donc, la question, c'était comment on peut faire avec ça un projet. Alors, là, je vais repartir sur la structure. Donc, au niveau de la structure du bâtiment, on est en logements sociaux, on a un budget qui est quand même assez court. On a 32 logements à sortir dans ce bâtiment, des questions d'épaisseur, des questions de réseau à mettre en place, parce qu'il y a très peu de réseaux. On a des blocs sanitaires éparses, on n'a pas du tout la même densité en termes de technicité entre des bureaux et des logements, évidemment. Et le programme nous demande 32 logements. Alors, on a commencé à étudier des logements traversants, mais on ne pouvait pas systématiser le traversant parce qu'on n'arrivait pas au numéraire du programme. On a commencé à regarder s'il y avait des cours anglaises qui étaient possibles de faire, mais il y avait des complexités hyper importantes sur la distribution et puis surtout sur le nombre de logements et le nombre de mètres carrés qui était l'équilibre financier, voilà, l'équilibre financier du projet était au mètre carré près, on va dire. Et donc, on a commencé à se dire qu'il fallait le remplir par plateau. Et la chance, c'est qu'on avait ces ourdis dans la zone bleue qui permettaient d'une certaine facilité au niveau du passage des réseaux. Donc, on a concentré l'ensemble de toutes les pièces à réseau sur cette partie-là et ça nous a permis de libérer évidemment toutes les pièces sans aucune forme d'intrusion de réseau, de salle de bain ou autre sur les façades. Et on a entièrement la façade qui est dédiée aux chambres et aux séjours. Ensuite, donc on a commencé à regarder en diagnostic un peu plus précisément le montage. Donc l'ossature béton sur laquelle est plaqué, fixé ce mur rideau. Le mur rideau, on l'a démonté pour arriver à comprendre comment il tenait, comment il était construit, et s'il y avait des éléments de cette grille qu'on pouvait conserver. Qu'est-ce qu'on pouvait en conserver et quelles en étaient ses limites. Alors, la conservation, on s'est aperçu que d'abord le bâtiment était en bon état. On avait l'aluminium avec était très bien conservé. Tout ce qui est visserie qu'on avait testé était encore en état. On a des joints qui sont peut-être certains anciens, mais on a retrouvé des fabricants qui refont des joints à l'identique. Donc on a commencé à collecter un peu tous les possibles en termes de restauration, et on s'est aperçu que c'était possible. Sauf qu'on avait toujours ce problème de qualité de la façade en termes de thermique et d'habitabilité. Donc voilà, ça c'est les ateliers de démontage qu'on a menés sur place, où on a effectivement procédé à démontage et remontage avec un serrurier qui connaissait ce type de bâtiment, puisque voilà, il y a encore des gens qui ont monté ce type de bâtiment qui sont de ce monde, heureusement, et donc on a pu avoir leur expertise là-dessus. Et voilà les idées du projet qui surviennent, à savoir que l'intérêt c'est cette fenêtre horizontale dont je vous parlais. On a cherché à optimiser en se disant qu'on pouvait modifier le jeu de la lège. Et puis, on a compris qu'on n'arriverait pas à isoler thermiquement la façade sud sans rajouter trop de poids, sans tout changer en termes d'aspect et sans pouvoir garder les pièces. Et donc, on s'est dit que cette façade allait devenir notre façade finalement de loggia et on allait finalement plus avoir de vitrage dessus. Donc, on a proposé de retirer la façade des logements d'environ 1 mètre en arrière pour finalement garder que la grille et l'avantage de cette façade qui devient notre garde-corps, le support des stores et le support de nos allèges. Donc en fait, l'idée là, c'était de ne pas revenir avec un nouveau langage sur ce bâtiment, d'arriver à tirer du bénéfice de cette grille des usages nouveaux sur cet immeuble, donc la fameuse loggia qu'on va créer, de venir y mettre tous les éléments permettant d'avoir une performance
en termes de protection solaire, avec l'avancée par rapport à la projection solaire estivale, l'intégration de stores et de volets roulants pour arriver à se protéger encore une fois de cette exposition solaire, le traitement des allèges qui, par la métamorphose par le changement des EDR, des éléments de remplissage, vont passer en aluminium pour essayer de refléter, de moins surchauffer l'arrière du bâtiment. Et voilà, donc ça c'était un des premiers procédés un des premiers procédés qu'on avait commencé à dessiner, c'était de garder simplement une partie de la façade pour, dans les étages supérieurs, créer un effet d'attique. Puis finalement, ça a été une option qu'on a abandonnée et on est revenu sur l'intégralité du traitement de cette façade. Alors voilà, les types de dessins qu'on a proposés à notre bailleur, à savoir une technicité qui permettait d'intégrer l'ensemble des dispositifs qui sont généralement très coûteux, mais en les conservant dans une façade existante et avec l'ensemble des éléments serruriers existants. Donc c'était finalement une démarche économique intéressante. Voilà, donc là ici, on présente l'ensemble du projet avec la manière dont on a réparti les logements. On voit en bas la façade sud avec son retrait de loggia qui est négocié en fonction de tout un tas de paramètres qui sont la stabilité, qui sont la disponibilité de surface suffisamment grande pour arriver à rendre tous les logements PMR ou quasiment tous, l'habitabilité des chambres, enfin tous les critères qui ont fait qu'au bout d'un moment, il y a percussion entre la conception de la façade et évidemment l'habitabilité des logements. Donc c'est ce qui se met en place avec ce plan. Donc on a un traversant, des T2, T1 et une granulométrie finalement assez variée. On a ici le paysage intérieur d'un logement avec la nouvelle façade donc, qui est en retrait d'1 mètre, et puis les éléments détaillant les appartements ici. Et voilà le travail de recherche qui a été mené au niveau de la composition de cette façade et de ces opportunités de métamorphose, de changement des matérialités qu'il y a dans la grille qui est conservée, la grille est dans l'aluminium. Donc on a là-haut la façade existante avec cette façade lisse, et notre projet qui lui propose justement de mettre en épaisseur et de traiter l'ensemble des dispositifs d'habitabilité et de protection solaire sur cette façade. Le résultat aujourd'hui, c'est celui-ci. On a donc une façade qui conserve l'ensemble de la grille, et derrière derrière la grille initiale, on a un autre jeu on a un autre jeu géométrique qui sont les éléments de menuiserie qu'on rajoute à l'intérieur de la loggia de nos logements. Et voilà. Et c'est cette superposition de ces deux grilles qui nous paraissait hyper intéressante, qui est apparue comme ça progressivement dans nos recherches et qui nous a donné envie de finalement se dire que cette conservation de la grille, elle n'était pas simplement une opportunité, elle n'était pas simplement une solution technique ou une démarche de réemploi, c'était également l'idée que faire architecture sur un bâtiment comme ça, c'était de procéder à une mutation assez douce et de conserver dans le paysage de la ville finalement cette histoire, même si c'est une histoire courte, mais de la considérer au titre d'un bâtiment finalement en qualité là, et de redonner une espèce de lecture métamorphosée, mais partiellement métamorphosée. Et ça, je trouvais que c'était assez récent. J'imagine le piéton qui va passer, l'habitant qui va passer assez rapidement et qui ne va pas forcément tout de suite déceler la métamorphose, mais qui va peut-être voir justement le changement comme ça de manière assez subtile et qui va comprendre que finalement cette plasticité de nos bâtiments anciens, c'est vraiment ce sur quoi on travaille, est un vrai jeu et un super sujet d'architecture. Voilà. Merci. Je pense que j'aurais des questions pour vous deux, mais juste, j'en ai peut-être une ou deux là comme ça là, qui me viennent. Vous avez évoqué le mot tout à l'heure de démontabilité. Vous avez démonté la façade. Voilà, le titre de notre séminaire, nous, c'est Longue vie au logement. Ça vous évoque cette notion de démontabilité dans l'appréhension du projet de réhabilitation. Ça vous parle comme finalement processus à intégrer dans les temps à venir. Là, vous intervenez à un moment du projet. Est-ce que c'est la dernière fois? Oui, alors justement, c'est effectivement le fait d'avoir ce processus de mur rideau qu'on a énormément déconsidéré récemment, entre autres parce qu'on a un regard là-dessus qui est plutôt, je veux dire, oui, c'est des boîtes à chaleur, ce sont des capteurs de surchauffe, etc. En regardant de plus près, il y a moyen de faire autrement et ils ont une vraie qualité. C'est en allant démonter justement
C'est vraiment c'est ça qui nous a intéressés. Et c'est ce qu'on fait également sur les bâtiments plus anciens. Quand on commence à décrapouiller une toiture, quand on commence à démonter un plancher dans un haussmannien, qu'on tombe sur les EAO, qu'on comprend tous les éléments structurels et qu'on commence à voir justement comment tout ça peut être là, peut être déplacé, peut être réutilisé, on commence vraiment à avoir une matière de projet qui est intéressante. En fait, je trouve que la question de la réhabilitation, comme ça, quand on arrive presque sans projet, sans programme sur un bâtiment, et qu'on commence à s'en saisir de cette manière-là, en le démontant, en le décrapouillant, en commençant à voir ce qu'il y a dedans, dans ses épaisseurs, dans ses strates, là, on a une matière qui enrichit énormément le projet, qui peut impacter le programme, etc. Et c'est effectivement ça qui est intéressant. Puis après, c'est vrai on trouve des bâtiments anciens avec enfin, on arrive à récupérer plein de choses dans des bâtiments anciens et on est toujours content quand, au lieu de casser, au lieu de déceler, on a juste à démonter, à retirer un rivet et à repartir avec une pièce qui peut encore avoir une nouvelle histoire. Donc ça, c'est effectivement un élément inspirant pour la construction d'une neuf aussi. Mais ça, dans le temps de conception, ça arrive quand? Dans le temps de conception, ça arrive quand? Alors, nous, on a la chance d'avoir eu des projets sur lesquels on a pu faire des diagnostics sur des temps longs. Et donc, cette question de l'approche du bâtiment comme ça, sous son aspect de matière, parfois on arrive à l'obtenir avant que le projet ne démarre. En tout cas, on a des indices. Et puis après, effectivement, c'est quand le projet est lancé que le démontage effectif se met en place, etc. Et là, on a encore la possibilité sur certains projets d'avoir un peu de souplesse pour savoir comment je peux modifier, comment je peux, en cours comment ma conception initiale, finalement, elle va être impactée tout au long du processus du chantier, en tout cas au début. Donc, il y a une phase diagnostique où on sait pas mal de choses, mais on n'a pas tout vu. Puis après, il y a une phase où on commence à impacter le bâtiment, à taper dedans, à regarder comment il est fait. Et puis là, ça peut être aussi un élément qui permettra de peut-être. Ouais, absolument. Merci beaucoup. Nadine, je te propose peut-être d'enchaîner sur ta présentation, puis je pense que j'aurai des questions communes à vous deux, et puis j'imagine que la salle également. Donc je te laisse la parole. Ben, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir présenter ce modeste petit projet. Et surtout, je trouve voilà, l'initiative d'ouvrir ce séminaire un peu aux écoles, d'autant plus qu'ici, il y a un DSA patrimoine. Donc voilà, c'est une super initiative et j'espère que ça pourra grandir les prochaines années. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler... si tu me peux passer le... Je vais vous parler d'un tout petit projet de réhabilitation plan climat, comme il y en a beaucoup dans Paris. Donc, comme le disait tout à l'heure Sophie, c'est finalement des projets assez ordinaires. Et contrairement à ce qu'on peut peut-être penser de l'image du projet qu'on vous montre aujourd'hui, c'est pas forcément une proposition architecturale remarquable de la manière dont on a fait le projet. C'est surtout une approche sobre et objective qu'on a voulu pour aborder en fait ce projet et d'avoir finalement une réponse juste et un peu comme on le fait à l'agence Graal, hein, donc l'agence dont je suis une des deux associées. C'est finalement d'être économe, hein, donc de travailler la question de l'économie du projet, mais pas seulement la question de savoir combien ça va coûter à la fin un bâtiment une fois qu'on a fait le projet, mais c'est aussi d'être dans une démarche où l'économie, elle va nous permettre de prendre finalement le moins de décisions possible. Voilà, et finalement, c'est ça aussi la sobriété. C'est de ne pas se raconter d'histoire et d'essayer d'être objectif en fait dans les choix en tant qu'architecte qu'on fait, parce qu'on est forcément un métier où on a un impact énorme en fait sur plus tard, sur le cadre de vie qu'on réalise. Donc, je vais vous parler, pour introduire un peu le projet, un peu de sa situation. Donc, en fait, on est dans une parcelle assez intéressante parce qu'elle est traversante et elle se situe entre la rue du Chevaleret, que vous devez tous à peu près connaître, et la rue Cantagrel, qui est une petite rue qui forme en fait un îlot triangulaire où finalement on a
dans le voisinage des objets architecturaux assez hétérogènes, puisqu'on a juste à côté la cité du refuge de Le Corbusier, et on a aussi la grande université qui a été, je crois, réalisée par les ateliers Lyon, l'INALCO, donc qu'on ne voit pas sur l'image, mais qui est un peu plus loin et qui fait en fait de cette pièce urbaine un ensemble assez hétéroclite. Et le bâtiment sur lequel on a eu la chance de travailler, c'est un petit bâtiment rectangulaire qui vient en fait s'aligner à la rue du Chevaleret et qui vient en retrait de la rue Cantagrel. Donc finalement, on a un bâtiment qui donne sur 2 rues. Donc on voit là sur la photo de gauche la cité du refuge. Et on a un bâtiment en fait finalement qui arrive à se distinguer dans le quartier parce qu'il a les mêmes façades de chaque côté. Pourtant, il n'a pas du tout la même situation urbaine de part et d'autre de la rue, puisque d'une part, on a une implantation très frontale vis-à-vis de la rue du Chevaleret, et de l'autre côté, on est en recul avec un jardin qui crée une séquence d'entrée dans la petite résidence. Voilà, donc nous, enfin, un peu comme tout le monde, on s'intéresse beaucoup à cette question finalement de contexte urbain dans lequel on va travailler forcément. Donc ici, on voit ces 2 façades qui sont quasiment identiques, qui forcément s'adaptent aux particularités intérieures du bâtiment. Ce qu'on peut assez rapidement comprendre de cette façade, c'est plusieurs choses. Déjà, en fait, forcément, les usages, ils dessinent cette façade qui présente des grandes baies vitrées carrées coulissantes et des petites fenêtres. Donc, c'est une opération, en fait, c'est un bâtiment qui date de 1978, qui comporte 49 logements, et ces 49, enfin, c'est 45 studios et 4 T2. Finalement, chaque fenêtre que vous voyez, c'est un logement. Ça fait partie notamment des qualités vraiment de ce bâtiment, c'est que même pour des studios, on a des grandes baies vitrées dans les pièces de vie, et on a même une petite cuisine où on peut fermer la porte et faire à manger sans avoir les nuisances de fonctionnement d'une cuisine dans un studio. Donc on a quand même des logements qui ont une grande qualité de par l'organisation intérieure et les espaces assez lumineux finalement qui sont offerts à ces pièces de vie. Et la deuxième chose qu'on peut assez rapidement comprendre, donc on est forcément dans un bâtiment des années 60, fin 70, donc qui a tout l'héritage en fait de ce type de bâtiment où finalement on commençait à être assez dans la composition formelle, puisqu'on est sur un maillage en fait d'une façade en enduit et d'une façade en mosaïque type pâte de verre, qui vient finalement composer verticalement pour atténuer et scinder en fait le bâtiment, qui présente une largeur voilà, assez longue sur la rue. Ce maillage, en fait, il implique des retraits et des saillies minimum et maximum sur certaines parties qui distinguent ces 2 matériaux. Et donc, on a une épaisseur de voile en fait, qui varie en fonction de la composition de la façade. Donc, effectivement, comme le disait Sophie en introduction, il y a cette phase de diagnostic qui est primordiale. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il est important à dire, surtout peut-être aux étudiants qui sont là, qui nous écoutent. Mais c'est important de vraiment prendre part à la technique du bâtiment et notamment à la question thermique, de ne pas sous-traiter totalement cette question au bureau d'études. Il y en a des très bons et il y en a des un peu moins bons. Et c'est vraiment de comprendre et de pousser la question avec eux pour pouvoir nous emparer de ces sujets
et finalement les propositions qu'on fait ne sont pas purement formelles, mais elles doivent répondre à des problématiques très précises et une approche finalement qui est très, très objective dans ce qu'on fait. Donc sur l'image que vous voyez à l'écran, je vais vous parler déjà du diagnostic thermique. Donc ce que vous voyez, c'est une thermographie, donc avec une caméra thermique qui a été réalisée. Donc il y a eu un audit réalisé au préalable de la consultation de maîtrise d'œuvre, et ensuite on a nous réalisé aussi un diagnostic à la fois architectural et technique sur le bâtiment. Et cette thermographie, en fait, elle a permis de mettre en avant à la fois les faiblesses et les forces du bâtiment. Donc, un peu comme on l'a vu précédemment, nous, on n'a pas pu démonter les façades parce qu'elles sont en béton, donc c'est plus compliqué. Et il y avait des occupants, des locataires à l'intérieur. Mais déjà, ça nous donnait un indice sur les performances du bâtiment et donc notamment les surfaces déperditives. Parce que finalement, on voit que c'était assez hétérogène, notamment forcément les menuiseries qui étaient très dépertitives parce qu'elles étaient d'origine, mais quand même de bonne qualité. Et ce qu'on voyait également, c'est les murs de refend et les murs au niveau des nez de dalle, qui étaient quand même très déperditifs. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on s'est aperçu aussi en phase diagnostique, c'est qu'il y avait quand même une isolation intérieure qui était très minime, mais qui permettait finalement d'être assez efficace sur les parois qui n'étaient pas en contact soit avec des murs de refend ou des nez de dalle. Donc on a essayé de le schématiser, donc c'est le schéma que vous voyez en rouge. Finalement, c'est les surfaces les plus déperditives du bâtiment. Donc, force de constater ça, on s'est intéressé à la matière en fait qu'on avait à disposition. Et finalement, on a une matière quand même assez pérenne. On a une façade qui n'a pas fait l'objet encore de réhabilitation, qui est d'origine initiale, qui est avec des matériaux pérennes, donc des murs en béton qui sont soit recouverts d'enduit, soit recouverts de cette mosaïque, qui est voilà, quand même une matière assez intéressante, qui est à la fois un témoin assez courant en fait de ce type de façade de ces années 60-70. Et en même temps, c'est un matériau qui présente voilà, beaucoup de qualité. On le voit là, ici, sur l'image, il y a un zoom. C'est des matériaux qui présentent des petits reliefs, qui reflètent la lumière. Alors forcément, il y a sur certaines parties de bâtiments, ça a été recouvert d'une peinture. Parce que ça a fait l'objet forcément de tags ou d'autres dégradations, mais sur des parties plus courantes et en étage supérieur, on était quand même sur des ouvrages qui étaient de bonne qualité, en bon état de conservation. On a aussi sur ce bâtiment beaucoup de grandes fenêtres avec des garde-corps. Et finalement, la matière aussi qui était intéressante et présente, c'était ces garde-corps en aluminium anodisé, qui ne présentaient pas du tout de dégradation, qui sont forcément un petit peu usagés, mais surtout qui sont à nettoyer. Mais on s'est beaucoup interrogé sur qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça. Parce que ça représente voilà, quand même un certain mètre linéaire de garde-corps, donc un coût. Est-ce qu'on les met à la poubelle? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que finalement la nouvelle couche du bâtiment qu'on doit réhabiliter va utiliser ou pas cette matière? Donc force de ces deux constats, à la fois finalement des déperditions thermiques qui étaient finalement très ciblées en fait sur les parties en enduit, les nez de dalle, et les parties supérieures en acrotère, et la présence finalement d'une matière qui était pérenne, hein, qui était là depuis 40 ans et qui avait très peu bougé. On a appliqué finalement ce raisonnement où qu'est-ce qui se passe si finalement on décide
de ne pas appliquer une isolation par l'extérieur sur l'entièreté de la façade. Ce constat nous a permis de proposer finalement une intervention qui pouvait traiter l'ensemble des surfaces les plus déperditives, qui pouvait aussi nous permettre de garder les garde-corps existants, qui pouvait aussi nous éviter de traiter et de multiplier les points singuliers, notamment au droit des retours de baies latéraux, qui allait aussi dans le sens de garder une trace de cet héritage des années 70, tout en proposant une troisième couche, finalement, enfin, je dis une troisième parce qu'on a l'enduit, on a la mosaïque, et on en ajoute une troisième, finalement, de proposer simplement une troisième couche qui venait traiter de manière très factuelle le bâtiment. Donc c'était voilà que finalement la stratégie thermique, elle pouvait aussi faire projet, et elle pouvait finalement décider et dessiner cette nouvelle façade qui doit à la fois garder les qualités intrinsèques du bâtiment, donc à savoir ses qualités d'usage, ses qualités de matériaux, et également qui pouvait toujours offrir aux locataires des grandes baies lumineuses et des studios éclairés avec des baies de 2,10 m de large, ce qui aujourd'hui voilà, est plus compliqué à faire. Et bah, forcément, en changeant les menuiseries extérieures, donc on les change totalement, les menuiseries extérieures, on garde leurs caractéristiques. C'est toujours des baies coulissantes, de 2,10 m de large. Ça nous permet finalement aussi de traiter la majorité des déperditions thermiques du bâtiment. Concernant la matérialité, on s'est beaucoup appuyé sur finalement notre lecture du contexte. Je pense que vous connaissez très bien la rue du Chevaleret. Donc on a la cité du Refuge qui présente quand même pas mal d'éléments calpinés. Il y a des carreaux de verre, il y a aussi l'utilisation des couleurs qu'on connaît bien, des couleurs primaires. Dans la rue, on est aussi accolé à une petite maison dont on voit un zoom sur l'image de gauche, une petite maison voilà, qui présente de la brique, de la plaquette émaillée, de l'enduit, même aussi des éléments en bois. Et aussi dans cette rue, on a beaucoup de bâtiments qui sont aussi en briques. Donc ça nous paraissait intéressant à la fois pour répondre à l'esthétique finalement des années 70, mais aussi finalement pour affirmer un peu plus le bâtiment dans son contexte, de travailler sur un bardage en plaquettes émaillées qui permettait à la fois d'affirmer cette troisième couche comme une couche d'aujourd'hui, et en même temps de correspondre toujours à cette architecture, ces revêtements de façade calpinés et avec des petits éléments. Donc ici on voit déjà plusieurs échantillons de plaquettes qui vont être utilisées. On l'utilise de manière verticale, ce qui permet, parce que c'est la mise en œuvre avec un bardage ventilé et la plaquette collée qui nous permet de l'utiliser comme ça, et qui finalement nous permet vraiment de l'affirmer comme une couche d'une autre matérialité. Donc sur ce document, on voit la façade dans sa globalité. Donc on voit les garde-corps, ils vont être déposés, nettoyés et reposés, puisqu'il y a certaines aussi fixations qui sont à revoir. On voit également toute la partie blanche, en fait c'est la partie existante de mosaïque qui va être nettoyée, mais qui va être conservée. Et la troisième couche bleue, c'est la nouvelle couche qu'on vient adjoindre et qui correspond, comme vous le voyez, soit au nez de dalle, soit aux parties en enduit qui étaient déjà posées. L'intervention, elle nous permet également de redessiner un socle,
un appui de baie. On a des logements au rez-de-chaussée, donc on a fait tout un travail d'épaisseur de façade aussi pour mettre à distance les logements du rez-de-chaussée. Et sur les petits diagrammes à côté, c'est là où vous avez les différentes couches de superposition entre les matériaux qui étaient finalement à conserver, les matériaux qui étaient à recouvrir et les matériaux qui étaient à remplacer. Donc là, on a un détail. Sur ce détail, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que le fait de ne pas venir appliquer l'isolation par l'extérieur jusqu'aux entourages de baies, ça nous permet finalement de garder la même position que initialement des nouvelles menuiseries extérieures. Ça nous permet, en rabaissant légèrement la hauteur de la fenêtre, d'intégrer une occultation, chose qui n'était pas avant dans les logements. Et ça nous permet surtout de pouvoir conserver et réemployer les garde-corps en aluminium anodisé qui seront fixés comme ils étaient fixés avant. Après tout ça, il y a la partie moins drôle qui est la question de l'amiante. Et finalement, cette intervention partielle, elle nous a permis, alors on a eu la chance avec notre maître d'ouvrage, la REVP, d'avoir un AMO amiante avec qui on a beaucoup travaillé. Et finalement, cette isolation partielle, elle nous a permis aussi de minimiser les points d'accroche du bardage sur la façade et donc les travaux qui sont plus compliqués à réaliser quand on a un revêtement avec de la colle amiantée, ce qui est le cas des mosaïques. Et ce traitement partiel, il nous a permis de calpiner au percement près les points d'accroche et la partie qui sera traitée par une entreprise spécialisée sur cette question amiante. Et ça nous permet également de bien le maîtriser aussi économiquement, puisque on sait les entraxes qu'on a besoin pour fixer le bardage, on sait les entraxes existantes des fenêtres, donc on arrive mieux, disons, à le maîtriser économiquement en appel d'offres entreprise, si on veut parler des choses un peu moins sexy. Mais voilà, ça permet aussi cette maîtrise-là. Voilà, ça c'est pour expliquer la question des occultations. Donc effectivement, en fait, on est sur une façade nord, une façade sud qui sont dessinées de la même façon, ce qui peut poser question aujourd'hui. Néanmoins, il nous paraissait quand même intéressant de le traiter de manière fidèle au bâtiment initialement. Donc on a à la fois des rideaux intérieurs qui vont permettre de réguler l'intimité et on a aussi des stores extérieurs qui vont permettre d'éviter de traiter les apports solaires depuis l'extérieur, sur la façade sud notamment. Ici, donc, on voit une élévation depuis où on voit justement cette question de logement au rez-de-chaussée. C'était assez désolant parce que quand on a fait le diagnostic, tous les logements du rez-de-chaussée étaient fermés. Non pas qu'il n'y avait plus de locataires, simplement que les gens ne pouvaient plus supporter la proximité avec la rue, donc ils fermaient sans cesse leurs volets et vivaient dans le noir. Donc on a pas mal travaillé aussi sur cette question de mettre à distance la façade du rez-de-chaussée en épaississant cette façade, en travaillant un mobilier en fait, et en positionnant les menuiseries extérieures de manière différente vis-à-vis des autres étages, puisqu'on était vraiment sur un cas un peu plus particulier. Et ici, en fait, ça c'est plutôt l'existant. En fait, c'est pour vous montrer comment s'organisent les logements aujourd'hui à l'intérieur. Vous voyez, en fait, à chaque logement correspond une grande baie et une petite baie qui correspond à une cuisine fermée. Et ça, c'était vraiment une qualité assez impressionnante quand on voit la taille de la pièce et la taille de la baie qui était intéressante à conserver. Et pour nous, il n'a jamais été question en fait de mettre une allège, de redimensionner l'ouverture. On a préféré le garder tel que c'était. Voilà, ici, on voit sur la gauche aussi, c'est une coupe sur les menuiseries des cuisines. Donc, si on va sur une façade
qui sont, elles, positionnées un peu plus au nu extérieur de la façade existante et qui permettent d'aménager une petite tablette devant la fenêtre de la cuisine qui est souvent en dessous de cette fenêtre. Il y a souvent un meuble, soit un évier ou soit un meuble de cuisine. Et voilà, ça nous paraissait aussi intéressant, même en travaillant sur juste cette épaisseur de façade, de proposer un nouvel usage en fait à cette fenêtre. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. On peut vous applaudir tous les deux. Comme à Xavier, peut-être moi j'ai une question et puis après je pense qu'on a des questions communes sur vos deux projets. Hein. C'est des beaux projets qui sont en miroir et on est content de ce choix de pouvoir sur deux bâtis totalement différents mais finalement dans un contexte assez ordinaire avoir des propositions aussi fines, techniques. Et justement, Nadine, sur cette question, finalement, on se rend compte que c'est bien un niveau de compréhension du diagnostic thermique assez fort de l'agence, en tout cas de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Cette compréhension du diagnostic très poussée qui vous permet un peu cette couture de ne pas isoler partout, de conserver sur certaines parties de la mosaïque, on proposait d'autres, et c'est bien ce niveau de compréhension qui permet aussi le respect du dessin initial de la façade. Donc ça, je trouve ça assez fort parce que, in fine, ce choix-là préserve la composition, préserve le dessin. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est simple d'embarquer la maîtrise d'ouvrage sur ce choix-là? J'ai à peu près la réponse, mais c'est pour ça que je voulais vous interroger là-dessus. Bah, disons que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. C'est dommage que notre maître d'ouvrage, la RIVP, ne soit pas là pour y répondre parce que a priori, c'est un appel d'offres restreint avec, il me semble, 3 ou 4 équipes. On devait faire une proposition avec des pièces graphiques. Et voilà, l'image du projet que vous voyez, c'était celui-là qui a été présenté sans audition, donc sans pouvoir convaincre oralement, ce qui est parfois quand même plus simple. Donc il faut le faire avec des bons dessins, des beaux schémas, mais pas que beaux, des schémas pédagogiques. Et a priori, ça a fonctionné, puisqu'ils nous ont choisis. Je sais qu'il y a eu débat à l'heure du jury, ils ont énormément hésité. Et à l'issue, dans tous les cas, ils ont, je pense, été contents de pousser un peu la question différemment en fait, du plan climat, de l'isolation par l'extérieur. Malheureusement, c'est une opération où on ne peut pas intervenir dans les logements, on intervient très peu. Donc voilà, il faut faire avec. C'est la règle de base. On fait avec ça. Sinon, on aurait même pu pousser à ne pas isoler du tout par l'extérieur. Hein. Ça aurait été une possibilité aussi. Mais voilà, il y a des contraintes d'occupation, des contraintes des bailleurs qui sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on va libérer 7 logements pour faire les travaux. Donc, il y a 7 logements qui n'ont plus été mis en location pour justement organiser ces travaux, parce qu'il y a des interventions sur les parties communes aussi. Mais voilà, en tout cas, la RIVP, notre maître d'ouvrage, nous a toujours suivis sur ce chemin et n'a jamais ensuite remis en question ça. Et voilà, c'est surtout de travailler, de comprendre vraiment la question des performances thermiques. Qu'est-ce que c'est le plan climat? Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Comment on peut le faire? Pousser aussi les bureaux d'études à faire des simulations, ne pas rester sur leurs a priori parce que eux, ils veulent juste appuyer sur leur bouton et passer à autre chose. Non, en fait, il faut un peu pousser la question avec eux, quoi. Donc c'est plutôt, on va dire, sur les partenaires avec qui on travaille et qu'on choisit qu'il faut plutôt challenger la question plus que la maîtrise d'ouvrage qui, je pense, a choisi le projet en s'interrogeant. Donc déjà, c'est bien. S'interroger, c'est pouvoir faire débat, donc d'où l'importance des consultations des jurys. Voilà. Je pense qu'on a deux bailleurs, que ce soit Versailles Habitat ou que ce soit la RIVP, qui ont lancé des consultations, qui ont permis aussi de faire des choix et d'avoir des arbitrages. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui, nous, dans les CEE, nous parle.
Sur cette question de la matérialité, une question pour vous deux, effectivement, on parlait justement de ces matériaux de croissance. Vous, en termes de ressources, Xavier, tu évoquais euh, l'opportunité d'avoir encore une entreprise qui connaisse cette structure, qui connaisse cette façade démontable et qui puisse la remonter. C'est pas rien. Sur la question justement aussi de la céramique, etc., vous deux, vous puisez voilà, ce niveau de connaissance où, en fait, et à quel moment du projet, parce que c'est des choix qui se sont avérés être cruciaux hein, dans les partis pris de vos postures. Voilà, vous allez chercher où il vous manque niveau de connaissance, vous auriez besoin voilà, de travailler avec des chercheurs, des labos sur ces sujets. Oui, c'est une des questions les plus difficiles. Comment on arrive dans le temps du projet à voir ses compétences sur l'ensemble des items qui sont, et puis les choix, oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas de méthode particulière à l'agence. On est plutôt sur de l'empirisme. Et voilà, quant à la recherche, on interroge beaucoup les entreprises, ça c'est clair. On travaille aussi avec cette question-là auprès de ceux qui manipulent les produits. Par exemple, il y a plein d'hypothèses sur les isolants, sur les enduits, sur tout ça. Moi, j'aime bien discuter des matériaux avec ceux qui les appliquent et ceux qui les posent, parce qu'il y a des notices qui sont géniales, et puis en fait, il y a des réalités et des expériences qui sont... Donc c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup la discussion avec l'entrepreneur, qui est un des éléments. Et puis après, c'est les références. Il y a également les voyages aussi, qui sont des éléments... Entrepreneur qui n'est pas toujours connu tout de suite. Non, mais en fait, on sollicite des entrepreneurs, même si ce n'est pas eux qui font le projet. Ça, c'est l'intérêt aussi d'instaurer des rapports de confiance avec des gens. C'est que l'occasion d'un projet, par exemple, on est sur un chantier, on va forcément se croiser à l'occasion des rendez-vous de chantier, etc. Et bien souvent, j'amène la conversation sur d'autres projets qu'on a, et on partage des expériences, on ouvre un peu le champ. Ça permet, voilà, c'est peut-être un peu chronophage, mais on essaie de le prendre ce temps-là pour prendre la discussion. Pour moi, c'est un des éléments de fonctionnement principal. Oui, je pense aussi que on ne peut pas savoir sur tout, ça c'est sûr. Donc, en ce qui me concerne, c'est chaque projet, c'est aussi une opportunité d'en apprendre, d'investiguer et de mener l'enquête, voilà, que ce soit avec des entreprises de confiance, des professionnels aussi. Et après, sur la question de la recherche, moi j'ai peut-être mal cherché, mais voilà, sur la question de la céramique, j'ai pas eu l'occasion de me rapprocher de quelqu'un qui avait travaillé sur cette question plus précisément, mais je pense que c'est surtout nous, en allant sur place, en grattant un peu en grattant le dur, qu'on arrive à trouver. Enfin, nous, sous couvert d'acceptation de la maîtrise d'ouvrage, on retourne vraiment énormément de fois sur site, à faire des petits sondages aussi nous-mêmes sur la manière dont c'est fait. Enfin, on ne peut pas prendre la responsabilité de ça, mais il faut aussi, nous, creuser les questions, quoi. Ce qui pose la question, et puis après, je pense qu'il y a des questions dans la salle, je passerai le micro. Mais le diagnostic thermique, évidemment, c'est une chose, et on a bien, c'est bien ce niveau poussé de diagnostic qui vous permet d'avoir des vrais partis pris dans votre projet. Sur la question du diagnostic de réemploi, parce que finalement, de façon sous-jacente, la question de la matérialité, voilà, est-ce que c'est des diagnostics qui vous sont livrés au préalable à la consultation? Est-ce que c'est des diagnostics que vous apportez finalement comme réponse? À quel moment finalement Dans le cadre de l'opération que je viens de vous présenter, donc on a commencé le projet en 2021. On n'est pas sur une surface où on a un diagnostic obligatoire, parce que c'est moins de, je ne sais plus combien de mètres carrés. Mais néanmoins, on n'avait pas on n'avait pas de matière en fait dans le dossier de consultation. Donc avant tout, c'est nous, notre expertise aussi sur ça. Après, dans le cadre de plus grosses opérations, c'est différent. Je vois avec Paris Habitat, il y a vraiment une réelle volonté en fait de mettre ça dans cette compétence aussi dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, dans des plus grosses opérations, il y a des diagnostics de réemploi qui vous sont fournis à la base dans la consultation. Souvent, ils sont inclus dans la mission de maîtrise d'œuvre.
Ouais, alors que nous, c'est encore nous qui les faisons. Ce qu'on aime bien, c'est arriver au moment ce, mo- de ce moment initial, quand on découvre le bâtiment, quand on découvre ses ressources. En fait, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et d'avoir, nous, l'effort de faire cet effort-là. C'est un peu comme le travail du relevé, par exemple. Quand on mesure nous-mêmes certaines choses, tout ça, on assimile beaucoup mieux l'existant et on fait plus facilement projet finalement avec ça, parce qu'on est plus dans la découverte. À un moment donné, ah mince, tiens, on a vu ça. Les choses sont là dès le début. Et par exemple, sur d'autres projets, des questions de parquet, des questions de terre cuite, des questions même de fenêtres, de garde-corps, ton garde-corps en alu que tu conserves, enfin, tout ça, c'est des choses qui font projet. Et donc, c'est pas une matière, parce qu'un diagnostic créé en poste, ça va être souvent une matière un peu abstraite par rapport à nos intentions de projet. Donc, arriver à valoriser ça auprès de notre maître d'ouvrage, parce que c'est nous qui le faisons, c'est une manière de l'intégrer dès le début dans le processus du projet, et pas de se dire, bon, voilà, je vais voir après de quoi je dispose. Non, il faut que ça soit intrinsèque au moment de la conception. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Je vous donne le micro, juste une petite question. Vous avez obtenu le permis? Oui, on a le permis. Bravo. Ouais. Et l'ABF était, les échanges avec l'architecte des bâtiments de France de Versailles étaient passionnants parce qu'on avait quasiment la conversation voilà, c'était que ce soit les années 80 ou le XVIIe siècle, je pense qu'on aurait abordé le projet de la même manière avec elle. C'était très intéressant. Et Nadine, vous êtes en phase Le chantier va commencer le mois prochain. Ah, c'est parfait. Voilà. On a notre programme visite chantier, comme je le disais ce matin, est booké pour 2024, y compris sur des lectures d'état des lieux. Nous, ça nous intéresse aussi de montrer les projets avant transformation et d'en comprendre le potentiel mutable. Ça me paraît intéressant. Il doit y avoir plein de questions. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention, David de Kayser, l'association Ecopolis. On travaille nous aussi beaucoup sur des projets qui interviennent, on les suit tout au long du projet et on a souvent cette problématique. Vous avez évoqué la question depuis ce matin, on évoque beaucoup le diagnostic comme étant un point central, de départ, de compréhension, mais pas seulement de compréhension de projet. Et disons que sur la grande partie des projets qu'on voit, on voit souvent des maîtrises d'ouvrage qui ne prévoient pas le temps nécessaire pour le diagnostic parce que aujourd'hui les rythmes sont calqués sur le neuf et donc en fait on reprend la phase esquisse qui est relativement courte et puis on se dit tiens on va faire les diagnostics dans ce temps-là et ça fait des diagnostics qui sont souvent un petit peu faits à la va-vite ou qui arrivent trop tard, qui ne servent pas le projet. Je voudrais savoir, vous disiez que vous aviez un diagnostic relativement long sur ce projet. J'imagine que vous l'avez vendu ou que vous l'avez défendu auprès de votre maître d'ouvrage dès le départ. C'est intéressant de savoir comment vous faites pour défendre en fait une nouvelle approche et une nouvelle temporalité dans le projet qui est adaptée à l'existant. C'est vrai que ce temps de diagnostic, il est dur à valoriser et à faire comprendre. Là, l'intérêt, c'est que cette histoire de conserver le mur rideau nécessitait forcément un temps d'étude approfondi. Et derrière, il y avait le sentiment également d'une économie, d'une espèce d'évidence finalement. Donc là, on n'a pas eu trop de mal. Et après, on était sur un bâtiment qui avait quand même aussi une sobriété de construction très, voilà, il était relativement simple, on va dire. C'est peut-être pas évident, mais et puis on a vu qu'on a, voilà, sur ces questions de plancher, sur ces questions de résistance, tout ça, il y avait déjà eu un travail préalable qui avait été fourni. Et nous, on s'est intéressé ensuite à optimiser. Mais il y a d'autres projets, effectivement, où on a par exemple un immeuble de logement HBM sur lequel on est en chantier. Là. On a travaillé sur une grosse proposition de concertation avec l'habitant, parce que la question de l'habitant, qui est parfois très, très prégnante, il est là. Le fait de travailler avec la rencontre avec l'habitant sur ce projet-là nous avait permis de faire un temps d'installation in situ. Et pendant ce temps d'installation in situ, on menait à la fois la question un peu de la rencontre avec l'habitant, de ses attentes, etc., et la découverte du bâtiment sous son aspect technique. Et donc, on a utilisé ce temps pour les deux approches. Voilà. Et puis, effectivement, récemment, on a trouvé un appel d'offres où il y avait un grand récit sur des questions environnementales, etc. Puis, il y avait un planning complètement aberrant avec quasiment pas de temps de diagnostic. On n'y est pas allé. On n'a pas, on n'a pas tenté. Voilà, c'est vraiment important. Ouais. Oui, effectivement. Après, je pense que ça dépend des types de maîtrise d'ouvrage.
Je pense que les bailleurs sont quand même assez sensibilisés sur cette question de temps de diagnostic qui est nécessaire, à la fois parce qu'il y a la question des locataires, de l'information, de la concertation, est-ce qu'on rentre dans les logements, tous les logements ou pas. Ici, là, rue Cantagrel, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans 32 logements sur 49, c'est quand même exceptionnel, de pouvoir visiter 65% presque des logements. Ce qui nous a permis aussi de définir des types d'interventions différentes suivant les logements. Ça n'a pas forcément été retenu à la fin, mais en tout cas, ils ont du coup eu une vision claire de leur patrimoine et je pense que les bailleurs sont assez sensibles à ça. Je pense qu'on essaye toujours de convaincre pour faire un peu plus. Après, c'est la question des honoraires qu'on propose au départ, c'est ça le problème. Donc il faut nous aussi être agile là-dessus, dans la manière, dans notre sens en tout cas. Et après, quand on fait des diagnostics, parce que nous, on fait beaucoup d'équipements publics aussi, sur les diagnostics d'équipements publics pour des collectivités et autres, là, c'est plus compliqué effectivement à valoriser. Surtout qu'on attend de nous de faire un diag, une esquisse, un peu tout en même temps. Nous, on refuse de faire des images en esquisse. Voilà, on essaye de travailler aussi avec d'autres documents. On fait pas mal de maquettes, on fait aussi voilà, ce qu'on appelle des bas-reliefs, des documents qui sont un peu plus palpables, des collages, et qui nous évitent de cristalliser tout de suite le projet en tout cas, parce que c'est pas, quand on est sur de l'existant, c'est pas là qui est l'important dans cette première phase en tout cas. D'autres questions? C'est une question pour Xavier Brunkel. Quid de la façade nord? Est-ce que vous avez pu réemployer la structure aluminium? Oui, on n'a pas le temps de vous montrer tout. J'aurais Oui. bien aimé. La structure nord, oui, on va conserver la façade dans la structure aluminium. On épaissit les allèges. On se retrouve avec des questions d'usage justement sur une épaisseur un peu plus importante. Et on recule en fait le vitrage, mais simplement d'une épaisseur permettant de passer le store. Donc en fait, on garde le principe de la lecture générale, mais on épaissit les allèges, et ça va nous permettre de faire une façade épaisse en allège, hyper bien isolée, et de créer également des cadres et des appuis de baie qui sont justement une compensation à cette allège à 1 mètre, finalement. Puisqu'on du côté nord, on a une allège à 1 mètre. C'est compensé par une vue magnifique sur un viaduc et la forêt derrière. Donc, il y a des panoramiques absolument remarquables sur le paysage de la vue nord de ce paysage du nord de Viroflay. Et c'est ce qui semble vraiment intéressant. Je pense que dans vos 2 projets, finalement, la réhabilitation thermique, énergétique est quand même une opportunité de recontextualiser les façades aussi, peut-être les singulariser par rapport à une orientation, par rapport à une vue, par rapport à un usage. On va peut-être pas créer des loggias ou des balcons sur une rue bruyante, passante. Donc c'est une belle opportunité. Il y a Sémoncier aussi, voilà, sur un moment, sur une fenêtre, en rez-de-chaussée, sur un rapport à la rue trop bruyant, le rapport à l'usage, le rapport au plan. Alors on pourra en parler encore longtemps, mais je crois que Justine me dit que c'est terminé. Mais bon, sur la question aussi de la granulométrie, réinterroger le cahier des charges d'un maître d'ouvrage au regard de ce que raconte une réhabilitation thermique et de l'usage en plan, du confort, de réinterroger aussi peut-être une manière d'habiter. Tout ça, c'est quand même des très belles opportunités. Et c'est ça, c'est à ça que ça sert aussi la phase diagnostique. C'est on a un programme certes, mais on doit nous aussi on doit nous aussi apporter notre expertise sur tous les aspects du bâtiment. Et voilà, cette question d'usage, j'ai indiqué tout à l'heure, c'est en rencontrant les locataires, c'est en constatant, en allant plusieurs fois sur site, en regardant finalement comment sont utilisées les baies, les fenêtres, comment sont utilisés les logements, est-ce qu'il y a de l'occupation, pas de l'occupation, pourquoi, c'est aussi de poser les bonnes questions, quoi. Avant tout, c'est ça, notre métier, c'est de poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, nous, et puis on conclura peut-être comme ça, au regard de notre méthode, de nos critères. Habituellement, quand on analyse une opération, on l'analyse à plus de 2 ans, et puis on fait ce qu'on appelle nos plans habités. Donc là,
rendez-vous dans quelques années pour refaire les plans habités voilà, de vos projets. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tous. On vous propose une petite pause de 15 minutes avant de reprendre pour la deuxième table ronde sur petites copropriétés, grandes oubliées. À tout de suite.